Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le workshop du mois de mai qui sera consacré à la biodiversité. Donc, je suis Clara Michelini, je suis la directrice des partenariats et de l'innovation de la communauté Les entreprises s'engagent et j'aurai le plaisir d'animer ce workshop pendant environ 1 heure. On aura une série d'intervenants qui vont venir vous parler un petit peu de ce que vous pouvez faire en tant qu'entreprise pour à la fois préserver la biodiversité, mais aussi, pourquoi pas, pour y contribuer positivement en adoptant un certain nombre de techniques qui vous permettraient de régénérer la biodiversité. Petit rappel de ce que c'est la biodiversité et de pourquoi on s'intéresse à ces enjeux au sein de la communauté Les entreprises s'engagent. Si vous avez l'habitude de suivre nos workshops, c'est donc la première fois qu'on vous parle de ce sujet et ça nous tenait à cœur de le faire parce que c'est de plus en plus un sujet d'avenir et on a plein d'entreprises qui se posent des questions. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous apporter un maximum d'outils et de réponses avec à la fois tout ce que l'État met à disposition des entreprises, mais aussi quelques témoignages d'entreprises. Je vais passer la parole à Sylvain Raymond, qui est notre directeur général, qui va vous faire une petite introduction. Sylvain, la parole est à toi. Merci Clara, merci beaucoup Clara d'animer ce nouveau workshop et bonjour à toutes et tous. Alors en effet, vous le savez, les entreprises s'engagent, c'est maintenant 85 000 entreprises qui s'engagent à la fois pour une société inclusive et pour un monde durable. Je rappelle qu'il y a 10 axes sur lesquels des entreprises peuvent prendre des engagements et puis 70 thématiques. Et vous connaissez beaucoup la communauté sur justement tous ces enjeux sociaux. Il faut savoir qu'en effet, depuis quelques mois maintenant, on intensifie considérablement les actions dans le cadre d'une feuille de route bien définie en faveur justement de cet axe monde durable. On le fait comme à notre habitude avec tout un écosystème de partenaires. Et vous allez entendre tout à l'heure le secrétariat général à la planification écologique. Je pense notamment aussi au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Avec ces opérateurs, on entendra notamment l'Office français de la biodiversité, mais aussi à tout un ensemble de parties prenantes qui vous accompagnent déjà, vous, en tant qu'entreprise, en fonction des engagements que vous prenez. Je pense notamment à l'ADEME, je pense à BPI, à CCI ou encore au CMA qui ont cette mission de pouvoir vous accompagner davantage. Alors, vous savez que depuis 2022 maintenant, les entreprises peuvent s'engager au sein des entreprises s'engagent en faveur de la sobriété énergétique et pour construire leur plan de sobriété énergétique. C'est un module qui est en place en effet sur la plateforme, mais qui fait aussi l'objet de sensibilisation à l'échelle des clubs départementaux. Je pense notamment à cette pièce de théâtre de sensibilisation, sobriété à tous les étages. Et aujourd'hui, c'est déjà près de 2000 entreprises qui s'engagent sur cet axe plus spécifiquement. La communauté va continuer à vous proposer, comme le disait Clara, un certain nombre d'outils, de thématiques de passage à l'action. Je pense notamment très prochainement en partenariat avec le CNED, notamment à des modules de formation de B à bas aux enjeux de la transition écologique. Puis je pense notamment à toutes les TPE, PME qui nous écoutent avec des outils qui existent pour pouvoir faire leur transition écologique, notamment à travers une plateforme qu'on aura le plaisir de relayer très prochainement. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, les questions de biodiversité, tout ça se fait dans le cadre d'une stratégie nationale pour la biodiversité depuis 2004. Vous allez pouvoir en voir un peu toutes les dimensions grâce à nos intervenants, y compris à travers les témoignages d'entreprises. Il y a en effet également le plan du SGPE qui s'est fixé des objectifs extrêmement concrets en matière de protection et de restauration de la biodiversité. Donc, je voudrais vraiment remercier les intervenants qui vont vous présenter ces possibilités d'agir très concrètement à nos côtés. Et nous, on est encore cette porte d'entrée qui vous permet de voir un peu plus loin, et notamment le SGPE, l'OSV présent aujourd'hui, les entreprises et puis réseau d'entreprises qui vont prendre la parole. C'est important pour nous de comprendre que derrière cet engagement-là, pour les entreprises s'engagent, il y a vraiment une double conviction. C'est en effet le fait que le social et l'environnemental soient complètement indissociables. Et c'est quand l'entreprise met l'énergie sur ces deux jambes-là qu'elle va plus vite et plus loin. Et puis aussi parce que tout simplement une entreprise, quelle qu'elle soit, un projet entrepreneurial quel qu'elle soit,
vous le savez, ne pourra pas se développer, ne peut pas être prospère dans un environnement et un écosystème qui est menacé. Donc c'est pour nous un sujet qu'on aura à cœur de développer dans les prochains mois, que ce soit encore une fois au niveau national ou encore au niveau des clubs départementaux. Merci à vous de participer à ce nouveau workshop. Merci à tous nos participants. Merci Clara pour l'animation et bon workshop à toutes et tous. Merci beaucoup, Sylvain. J'en profite pour dire à tous les participants que vous pouvez poser des questions dans le chat et on essaiera d'y répondre à l'issue de l'ensemble des interventions. Je vais laisser la parole maintenant à Vincent Hulin, qui est donc directeur du programme biodiversité au sein du secrétariat général à la planification écologique. Donc, ce secrétariat a été initié à l'initiative de la Première ministre Elisabeth Borne et qui a aujourd'hui vocation à concentrer l'ensemble de l'activité de l'État sur la planification écologique. Vincent va nous en dire un petit peu plus sur la façon dont le secrétariat s'intéresse au sujet de la biodiversité. C'est à vous, Vincent. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, peut-être juste pour commencer quelques mots sur le secrétariat général à la planification écologique. On est donc un service alors aujourd'hui du Premier ministre après avoir été un service de la Première ministre. C'est effectivement la concrétisation d'un engagement d'Emmanuel Macron lors de la campagne pour le deuxième quinquennat. Et donc notre travail à nous, c'est de coordonner le travail de l'État et de tous les ministères et de leurs établissements publics sur les différents sujets de transition écologique pour à la fois rappeler à tout le monde quels sont les engagements que l'État a pris, que ce soit au niveau national mais aussi international, et on va le voir, c'est important. Par ailleurs, vérifier dans quelle trajectoire on est vis-à-vis de ces objectifs. Est-ce qu'on est sur la bonne direction? Est-ce qu'on va assez vite, pas assez vite, etc. Et puis de permettre d'éclairer les décisions, de faire des propositions pour que justement on soit sur les bonnes trajectoires, qu'on accélère, qu'on change un certain nombre de points si jamais on ne va pas dans le bon sens, pour qu'on puisse toutes et toutes atteindre ces objectifs. Euh, et peut-être juste un sujet derrière, c'est que le SGPE, et ça c'est important sur le sujet de la biodiversité, le SGPE n'a pas pour rôle ensuite que de remplacer les ministères, et donc ça veut dire que c'est bien les ministères, les ministres, leurs cabinets, leurs services qui mettent en œuvre, qui font vivre le débat, qui mettent en pratique les aides, les outils, les structures, etc. Et nous, on est là pour coordonner, piloter et suivre ensuite l'impact de toutes ces décisions-là. Voilà pour une présentation un peu générale du SGPE. Alors, sur la biodiversité, je vais d'abord vous présenter un peu la stratégie nationale pour la biodiversité. Et l'avantage qu'on a quand on discute de ce genre de sujet, c'est qu'en fait, dans le cadre de la planification écologique, on se fixe évidemment des objectifs et on travaille sur les sujets de la préservation de la biodiversité, dans lequel on a des engagements, etc. La feuille de route, la planification écologique sur la biodiversité, c'est la SNB 2030. Voilà. Donc ça veut dire que si, et je vous encourage à le faire, vous allez voir ce que contient cette SNB, je vais en parler un peu, vous avez à la fois la feuille de route de la France sur ce sujet de la biodive, mais vous avez aussi la partie biodiversité, écosystème de la planification écologique. Voilà, vous faites double effet, donc ça ne peut que vous encourager à aller vous renseigner sur tout ça. Alors, je vais rassurer tout le monde, vous allez voir des diapositives avec beaucoup de choses écrites. Je vais passer assez vite sur un certain nombre de points. L'objectif, c'est de replacer cette stratégie nationale biodiversité actuelle dans en fait le panorama, l'historique, pour que vous compreniez bien un peu la philosophie qu'il y a derrière et quels sont les points importants. Tout part de 1992, le sommet de la Terre, le sommet à Rio, qui en fait voit l'adoption de 3 conventions internationales, celle sur le climat, celle sur la désertification, et donc une sur la diversité biologique. Cette convention, donc, elle existe toujours et on a toujours des COP qui se réunissent tous les 2 ans pour en parler, comme sur le climat, hein, même si on en parle souvent moins, pour faire le point sur tout ça. Et donc, cette convention de 1992, comme vous le voyez dans son article 6, elle disait une chose très claire, elle disait que chacune des parties de la convention, ce qui est le cas de la France et de l'Union européenne, doit élaborer des stratégies pour assurer la conservation de la biodiversité. Donc, ça veut dire que toutes les parties sont invitées, doivent aujourd'hui mettre en œuvre des stratégies nationales, des plans nationaux pour préserver la biodiversité. Et donc, tout part un peu de là, et notamment en France, où, suite à cet engagement de la France dans le cadre de cette convention, il a fallu formaliser ces stratégies parce que c'était une demande. Alors, ce n'était pas le début de ce qui se passe sur la biodiversité en France, parce que comme vous le voyez depuis 1979, au moins au niveau européen, on a des directives, celles qui sont les plus connues, avec directive cap sur l'eau, les habitats, l'eau. Donc, il se passe des choses. Mais en France, il se passait aussi un certain nombre de sujets. Il y avait évidemment des actions qui étaient entreprises, mais là, c'était la première fois. Donc, on est en
2004. C'est la première fois où, dans un document, la France fait le point, le bilan, donne les grandes directions de ce qu'elle veut faire sur la biodiversité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que contient cette toute première stratégie. Vous voyez, 2004-2010, on est sur des cycles normalement qui sont entre 2000-2010, 2010-2020. Comme la France avait pris un peu de retard sur la formalisation, on a commencé en 2004. Vous voyez qu'on retrouve quand même des choses qui aujourd'hui sont toujours valables. Et je vais notamment insister sur la première partie où le premier chapitre, le premier objectif de cette stratégie à l'époque était déjà de mobiliser tout le monde. Et donc déjà à l'époque, le sujet était de se dire en fait le sujet de la biodiversité intéresse tout le monde, il concerne tout le monde et il va impacter tout le monde si jamais on n'y prend pas garde. Et donc il faut que tout le monde s'y mette. À cette époque-là, pour être tout à fait transparent, vous voyez qu'on a un sujet sur les secteurs économiques, les secteurs socio-professionnels clés, et à la fois, on citait ces secteurs économiques clés qui étaient importants, mais par ailleurs, vous voyez que finalement, on se dit, bon, il y a quelques secteurs socio-professionnels sur lesquels il faut se focaliser, et puis les autres, on verra peut-être un peu après, ou en tout cas, c'est moins prioritaire. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, de cette première stratégie, vous pouvez en retrouver un bilan sur Internet, c'est toujours éclairant, mais en gros, l'avantage que ça a, c'est que ça donnait bien un cadre collectif à des choses qui existaient par ailleurs. Et donc, il faut bien avoir en tête que, à l'époque déjà, il fallait que tout le monde s'y mette, mais on sentait bien que c'était quand même encore un sujet de spécialistes qui parlait aux spécialistes, et cette SNB, elle visait surtout à ce que ces spécialistes s'organisent entre eux, avec quand même quelques incartades vers des secteurs socio-économiques en se disant, bon, on ne va pas pouvoir travailler tout seul. On se retrouve donc à la fin de cette stratégie, on est plutôt aux alentours de 2009-2010, et là se passe quelque chose au niveau international dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont en fait une COP de la Convention des diversités biologiques qui fait le premier bilan d'avancement sur la biodiversité en 2010, et donc il se dit, bon, il faut qu'on passe un cap supplémentaire, et il faut qu'on soit un peu plus précis sur ce que chacune des parties doit faire, avec donc un objectif à 2050, qui reste valable aujourd'hui, la vision 2050 que vous avez ici en bas à gauche, c'est la vision qui reste valable aujourd'hui, qui est que voilà, en 2050, la biodiversité se porte bien, et avec ensuite des objectifs que chacune des parties doit ensuite décliner dans ses stratégies nationales. Donc on rentre dans un truc un peu plus précis. Là, pour le coup, vous voyez que là, on ne parle pas d'accompagnement des acteurs, on ne parle pas de mobilisation, on a des mots-clés qui ressemblent un peu au lien avec les entreprises sur les avantages tirés de la diversité biologique, les services fournis par les écosystèmes. Bon, on parle de renforcement des capacités, c'est-à-dire de formation, on parle de tout ça, mais il n'y a pas d'objectif international très précis sur comment est-ce qu'on fait pour mobiliser tout le monde et comment est-ce qu'on est bien sûr que tous les acteurs se mobilisent. Mais au niveau français, donc deuxième stratégie nationale pour la biodiversité en 2010, qui intègre ces objectifs d'Aichi et qui fait qui est partie du bilan de la première stratégie, on recommence encore à parler au tout début d'envie d'agir. Vous voyez qu'on voit apparaître un sujet qui est le capital écologique. Donc là, on peut passer dans un nouveau monde où on se dit, voilà, la biodiversité, c'est vraiment utile à chacun, il faut préserver ce capital. Voilà, puis après, vous voyez tout un tas d'autres sujets, etc. Ce qu'il faut que vous ayez bien en tête aussi, c'est que, en fait, le sujet de la mobilisation des acteurs existait déjà, mais à cette stratégie nationale pour la biodiversité, et peut-être que certains d'entre vous, à l'époque d'ailleurs, avaient un peu vu les choses, le processus pour mobiliser les acteurs, et en particulier les entreprises, a commencé à se structurer de manière un peu plus précise, un peu plus active, avec un processus spécifique pour encourager les entreprises à s'engager, pour reconnaître leurs engagements, pour mettre en avant les meilleurs, pour valider, valoriser un certain nombre d'actions, etc., pour bien montrer que ce n'était pas juste ceux qui veulent s'engager viennent, mais pour aller un peu plus loin et être un peu plus proactif. C'est à ce moment-là que les choses commencent, et vous voyez que c'est plutôt quelque chose qui n'était pas demandé au niveau international, sur lequel la France a avancé. On continue, on avance, et donc on se retrouve, alors là, c'est déjà un peu plus proche de nous, il s'est passé énormément de choses sur ce sujet entre 2010 et 2020, pour ne citer que la création de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, vous voyez, qui est arrivé à ce moment-là. Et donc on arrive en 2020, fin de la stratégie nationale de la biodiversité numéro 2 en France, normalement échéance des objectifs d'Aichi au niveau international, et donc on se dit, on va faire le point. Bon, globalement, on ne peut pas dire que la biodiversité a été particulièrement sauvée, donc il va falloir probablement recommencer à travailler et se donner encore des nouveaux objectifs et éventuellement voir ce qui n'a pas fonctionné pour faire au mieux. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, et ça, comme c'est récent, vous l'avez bien vu, le contexte a beaucoup changé.
Il s'est passé plein de choses, je ne vais pas y revenir à chaque fois, la Convention citoyenne sur le climat, un certain nombre de demandes des citoyens que de bouger sur ces sujets de biodiversité. Il s'est passé des choses sur le climat avec la COP de Paris, où on a montré qu'en fait, au niveau international, on pouvait s'engager sur plein de choses précises et voire qui ne sont pas contraignantes juridiquement, mais qui permettent d'y voir clair. Et puis, vous voyez, il y a une forte demande des Français que de travailler sur la biodiversité. C'est un sujet qui est beaucoup monté. En 2010, c'était encore un sujet spécialiste et c'est devenu de moins en moins le cas. Alors, pour diverses raisons sur lesquelles je ne revenais pas, mais que vous comprendrez vite quand vous comprendrez que la réunion internationale de la Convention sur la diversité biologique devait se tenir en 2020 en Chine. Donc, vous imaginez bien que ce n'était pas forcément le meilleur moment et le meilleur endroit. Donc, tout ça a été retardé. La France, en attendant, a décidé de gagner un peu de temps en faisant une première version de cette nouvelle SNB, en attendant cette réunion internationale, à la fois pour se compter, pour faire le point, et puis pour faire des propositions à cette réunion internationale. Il était très clair pour tout le monde que ça devait être, cette réunion internationale, cette réunion de la COP, devait absolument être le moment, la COP de Paris sur le climat, mais pour la biodiversité. C'est-à-dire il fallait qu'on soit très clair, il fallait qu'on ait des objectifs très précis, chiffrés, il fallait qu'on passe un cap. La France, donc, y a beaucoup discuté. Vous pouvez trouver sur Internet ce qu'on a appelé le premier volet, cette SNB 2030, qui n'est pas la SNB, mais qui est une première version sur lequel on faisait le bilan de la première, sur lequel on traitait un certain nombre de sujets qui restent valables aujourd'hui. Et vous verrez, et on va y revenir après, que le sujet de la mobilisation, notamment des entreprises, a pris une ampleur très importante. Je vais y revenir après, parce que du coup, là aussi, les choses ont beaucoup changé. Se passe cette fameuse réunion internationale, cette fois qui ne se passe pas en Chine, mais physiquement qui se passe à Montréal, et qui sort en fait le fameux cadre que tout le monde attendait, le cadre mondial de Kunming Montréal, qui reprend la vision 2050 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui redonne, vous voyez, 4 grands objectifs sur la préservation, sur utiliser la biodiversité et les contributions. On reparle des avantages des ressources génétiques, et on parle de moyens de financement, on parle de coopération, de transfert de compétences, de technologies, etc., etc., etc. Là encore, pas d'objectif spécifique sur la mobilisation de chacun. Évidemment, tout ça est lancinant, mais ce n'est pas un objectif en tant que tel. Donc, ça reste un sujet très important en France. Vous voyez que ce n'est pas explicite dans le cadre international. Alors, voilà. Sur cette base-là, une fois qu'on a fait l'après SNB 2030 en France, d'une part, et par ailleurs que le cadre international est posé, la France est en capacité de sortir la SNB 2030 en tant que telle. Donc, elle a été élaborée, là aussi, c'est celle qui est en vigueur aujourd'hui, vous pouvez la trouver, et elle est organisée autour de 4 axes. Vous voyez qu'on retrouve des choses qu'on trouve au niveau international, réduire les pressions, évidemment. Une petite nouveauté qu'on n'a pas vue jusqu'ici et qui est très importante, notamment pour le monde socio-économique, c'est la partie restauration. C'est-à-dire que jusqu'ici, on était en train de se dire il faut éviter que la biodiversité disparaisse. Évidemment, on se rend bien compte que ça ne va pas suffire. Il va aussi falloir restaurer la biodiversité là où on l'a perdue. Et ça, c'est quelque chose qui prend une grande place aujourd'hui, qui est une nouveauté qui va être très importante dans les années à venir. Vous voyez que le fameux axe sur la mobilisation des acteurs, il est toujours là. Et il est toujours aussi fort. Ce qui s'est passé depuis la SNB numéro 2, et ça peut-être que les collègues de l'OFB pourront revenir dessus, c'est très important, c'est qu'en fait, le dispositif, comme je vous disais, SNB 2, on était en train de travailler pour essayer de rationaliser le dispositif d'engagement, pour être un peu plus proactif, pour aller chercher les acteurs, pour valoriser ceux qui agissent et aller chercher ceux qui ont un peu plus de mal, pour pousser un peu tout le monde. Assez rapidement, on s'est rendu compte que le dispositif, il avait ses vertus et il était meilleur qu'avant, mais il s'essoufflait un peu. Et donc, il y a eu tout un travail depuis 2016 jusqu'en 2020 en préparation de cette nouvelle SNB en se disant il faut absolument que ce dispositif d'engagement des acteurs, et notamment des entreprises, mais pas que, mais des acteurs, soit le plus efficace possible. Et sur la base de l'expérience de dispositifs précédents, que l'on ait quelque chose qui soit très efficace parce que ça y est, on ne peut plus perdre notre temps. Et pour la France, engager les acteurs et que tout le monde pousse dans le même sens et prenne sa part au travail est suffisamment important pour qu'on y mette beaucoup de temps et beaucoup de moyens. C'est ce qui a présidé à quelque chose sur lequel on reviendra, j'imagine, dans les présentations prochaines, qui s'appelle le dispositif des engagés pour la nature et notamment des entreprises engagées pour la nature, qui en fait est le dispositif qui a été créé par l'OFB à sa création, à l'AFB d'ailleurs,
avant même cette stratégie nationale biodiversité, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui était avant et qui était là pour préparer un peu le terrain et pour un peu se tester, et qui est vraiment un dispositif qui bénéficie d'années d'expérience sur l'engagement des acteurs et qui est la marque de la volonté de la France de se dire, en fait, la stratégie nationale pour la biodiversité, c'est pas que l'État. C'est pas non plus que le public et les collectivités. Il faut que tout le monde s'y mette et donc il nous faut un dispositif d'engagement qui soit vraiment à la hauteur. Donc, vous voyez, cet axe 3, il est là et par ailleurs, il n'est pas juste là en termes d'annonce, il est aussi là en termes d'outils. Et puis, donc, le dernier, c'est un peu l'axe des moyens humains, financiers, etc. Je ne vais pas revenir sur cette diapositive qui va vous faire très, très peur, mais en gros, voilà les 4 axes en tant que tels. Est-ce qu'on peut y retrouver? Je vais y revenir un peu dans le détail, mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que stratégie ici. Donc, je vous encourage à aller jeter un œil. Il y a 2 documents sur lesquels c'est pas mal d'aller jeter un œil. Le premier, c'est celui que vous avez vu là, qui est en fait la stratégie en tant que telle, le document stratégique qui donne les grandes lignes, qui donne les grands objectifs. Le deuxième, qui est déjà un peu plus ardu, et sur lequel on ne pourra pas vous en vouloir de ne pas tout lire, c'est ce qu'on appelle les classeurs des fiches mesures. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des fiches mesures. Il y en a 40. Voilà, donc tous les axes sont déclinés en fiches mesures. Il y a 40 fiches mesures. Dans chacune d'entre elles est déclinée ensuite en actions précises. Chacune des actions disposant d'un pilote, de jalons, de calendrier, d'indicateurs permettant de voir le taux de réussite ou pas, etc., etc. Donc tout ça est très précis. Ça fait donc 209 actions et à chaque fois, il y a des indicateurs, comme je vous le dis, qui nous permettent de savoir si on est ou pas dans la bonne trajectoire. Donc là, c'est là où je vous dis, on ne pourra pas vous en vouloir de ne pas lire, ça fait quand même 400 pages, ça fait rare. Donc vous avez le droit de faire autre chose. Mais je vous encourage malgré tout à aller voir plus spécifiquement au sein de l'axe 3, la mesure 31. Alors évidemment, il n'y a pas que celle-ci qui concerne les entreprises, il y en a bien d'autres. Et n'hésitez pas à aller farfouiller dans les sommaires pour voir ce qui peut vous intéresser. Mais vous voyez qu'il y en a une spécifique sur laquelle on parle de l'accompagnement des entreprises, avec 5 actions au sein de la mesure qui sont pilotées par différentes structures, les majoritaires étant l'OFB, CGDD et la Direction générale des entreprises. Je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'il y a dedans parce que ça vous permet un peu de savoir qu'est-ce qu'il est prévu pour accompagner en tant que tel. C'est vraiment le dispositif d'accompagnement. Peut-être, donc là, rapidement, pour que vous ayez bien en tête la différence entre cette nouvelle SNB, il y a un problème dans le titre, pardon, et la suite. Donc, on a parlé de la restauration, on a parlé d'un certain nombre de sujets qui arrivent. Et puis, vraiment, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que c'est la stratégie dans laquelle l'État assume et affiche de ne pas être le seul à devoir s'engager, dans lequel, évidemment, il constate qu'il ne peut pas s'engager pour les autres. L'État ne peut pas prendre des engagements pour les collectivités, les entreprises, les citoyens, les associations, c'est évident, mais il assume de dire que c'est son rôle que de pousser tout le monde et de les aider à y voir clair, à prendre des engagements et à les mettre en œuvre. Et ça en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le dispositif d'engagement, notamment entreprises engagées pour la nature. Et puis bon, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Évidemment, la nouveauté aussi derrière, c'est la création du secrétariat général à la planification écologique, qui évidemment vient donner une force interministérielle à tout ça, le ministère de l'Environnement, on est à leur côté pour aider à ce que tout ça avance, ce qui n'était pas le cas auparavant. Peut-être pour terminer, parce que évidemment tout ça va un peu vite, je m'en excuse, mais on pourra revenir si vous avez des questions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que caractérise cette nouvelle stratégie nationale, au-delà des nouveaux sujets que sont la restauration de la nature, le financement nécessaire, etc., etc., c'est vraiment le dispositif d'engagement des acteurs qui bénéficie de beaucoup d'expérience. Il y en a énormément, des dispositifs d'engagement des acteurs. Vous avez beaucoup de structures, de plateformes qui sont ou pas dédiées à la biodiversité, mais qui en tout cas intègrent ces enjeux. Là, je vous ai mis 2 logos parce que c'est un peu on va dire les officiels et que voilà, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres avec Act for Nature, avec Impact France, avec les entreprises s'engagent. Enfin voilà, il y a beaucoup de structures, beaucoup de plateformes, beaucoup de collectifs qui travaillent sur ces sujets environnementaux et notamment sur la biodiversité. Donc on peut dire que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'outils de diagnostic, de suivi pour faire des indicateurs, des calculs, juste avoir des sujets qualitatifs, quantitatifs. Enfin, il y a énormément de choses. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que on peut trouver plein de choses pour travailler sur la biodiversité quand on est une entreprise, quel que soit son sujet, sa taille, sa localisation. La mauvaise, c'est qu'effectivement, on peut être un peu perdu. Et donc, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, et ça a été beaucoup le travail de ces dernières années, c'est de se dire, mais en fait, il faut un point d'entrée clair, limpide, pour que quelqu'un qui veut s'engager ou qui se pose des questions puisse avoir de l'information et s'y retrouver. Ça, c'est vraiment le sens de entreprise engagée pour la nature, c'est vraiment le sens de
la plateforme de l'initiative française pour les entreprises et la biodiversité, qui est un engagement international de la France aussi. Ces sujets-là, ces structures-là, pardon, sont là pour justement aider à y voir plus clair et ensuite à diriger tout le monde. Et c'est pas ces structures qui vont accompagner au cas par cas et entreprise par entreprise, mais ce sont eux qui vont pouvoir donner des idées, des contacts, des grandes lignes, des grands objectifs, et vous renvoyer vers des structures qui sont capables de vous accompagner. Et il y en a énormément, des experts scientifiques, des bureaux d'études, des ONG, etc. Donc peut-être que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette ESNB, au-delà de donner des grands objectifs, elle a beaucoup travaillé sur ce dispositif d'engagement, et je pense que la nouveauté principale, majeure de tout cela sur ce dispositif d'engagement, c'est vraiment ce point de se dire, on a un point d'entrée qui est là pour aider, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est très touffu, c'est parfois un peu compliqué, mais finalement, quand on est accompagné avec les bonnes personnes, les bons outils, les bonnes structures, on peut y aller. Et donc, ce point d'entrée majeur, c'est vraiment Entreprises engagées pour la nature, qui est mis en place par l'OFB avec beaucoup de talent, et même s'ils sont très peu nombreux, ils le font très bien. Et je dis pas ça parce que Noé est là, mais du coup, vraiment, il ne faut pas hésiter à y aller parce que vous aurez tout à y gagner. Voilà pour moi. Super, merci beaucoup Vincent. Donc, ça fait la parfaite transition avec ce qui va suivre. Vous nous avez bien replacé tout le contexte politique et historique autour des engagements de la France sur la biodiversité. On va peut-être rentrer avec Noé Deschanel qui s'occupe donc du programme Engagé pour la nature dont Vincent vous a parlé. Peut-être, Noé, nous faire un petit rappel de pourquoi c'est important pour une entreprise de s'engager pour la nature, finalement, quels sont ses impacts. J'imagine que vous qui nous suivez ce matin, vous vous interrogez au vu de votre secteur d'activité, de ce que vous avez l'habitude de faire, de produire. C'est pas la même chose quand on est dans les services que dans l'agriculture, que dans l'industrie. Mais pour autant, chacun à son échelle a un impact sur la biodiversité, que ce soit par sa production directe ou que ce soit par les, euh, les prestataires par lesquels on passe. Donc voilà, Noé va nous en dire un petit peu plus. La parole est à vous. Bonjour et merci Clara pour la transition. On peut projeter du coup le PowerPoint. Merci. Alors, c'est tout parfait. Merci Vincent pour cette introduction sur le programme Entreprises engagées pour la nature. Donc moi là, j'anime ce programme au niveau national. On est quelques-uns à le faire, comme Vincent l'a mentionné. Et l'objectif de ma présentation, c'est de vous décrire un petit peu le programme, mais aussi plus généralement pourquoi est-ce qu'il faut s'engager en tant qu'entreprise, mais aussi et surtout comment est-ce qu'on peut le faire. Et donc voilà, je vais dérouler ma présentation et après n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Donc, le premier, donc moi je travaille à l'Office français de la biodiversité et à ce titre, on aime bien commencer nos présentations par rappeler pourquoi en fait, en tant qu'entreprise, vous devez agir pour la biodiversité. Et ça, on commence par le fait que, en tant qu'entreprise, vous êtes en interrelation avec la biodiversité, qu'importe un peu votre secteur. Puisque vous le voyez à l'écran, nos activités humaines et donc vos activités économiques de votre entreprise vont permettre de produire un certain nombre de choses, des services, des biens. Mais tout ça a une contrepartie, c'est que on va puiser et travailler sur la nature pour produire et réaliser toutes nos activités. Donc ça, c'est très bien documenté par les scientifiques, notamment les scientifiques de l'IPBES, équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, qui résume les pressions que nos activités humaines font peser sur la biodiversité à travers 5 grands facteurs que vous voyez à l'écran. Donc le premier, qui est aussi le plus impactant, c'est le changement d'usage des terres et des mers. Dedans, on va retrouver tout ce qui est en lien avec l'artificialisation, la fragmentation des sols, mais aussi la déforestation ou encore des pratiques comme le chalutage pour la mer. La deuxième chose, c'est la surexploitation des ressources. C'est le fait de consommer et d'utiliser des ressources dans un pas de temps qui ne leur permet pas de se renouveler. Après, on a les pollutions. Donc, les pollutions, on pense tout de suite à des choses très pratiques, comme la pollution de l'eau, des pollutions du sol également. Mais ça peut être des pollutions qui sont plus diffuses, auxquelles on pense moins, comme les pollutions sonores, lumineuses également, ou encore les pollutions plastiques, auxquelles on parle de plus en plus actuellement. Le quatrième, c'est le changement climatique. Un changement climatique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire qu'il a aussi un effet de catalyseur. Il va aggraver les autres facteurs de pression et aussi rendre moins résilients les écosystèmes. Et enfin, on a un dernier facteur qui est un peu moins connu, qui est celui des espèces exotiques envahissantes.
Ça, ce sont des espèces qui sont introduites par l'homme, hein, dans le cadre de nos activités, de manière volontaire ou involontaire, et qui vont, par leur présence, aggraver ou dégrader des écosystèmes présents. Un des exemples deux exemples, hein, c'est le frelon asiatique dans le sud de la France et de moins en moins dans le sud, mais un peu partout, ou encore la renouée du Japon, qui, si vous travaillez dans le BTP, vous devez certainement la connaître. Tout ça a un impact, bien sûr, in fine, hein, sur la biodiversité, à la fois sur l'extinction d'espèces, hein, et les déclins des populations, mais aussi sur la dégradation des écosystèmes. Et ça va entraîner ce que les scientifiques appellent une perte des services écosystémiques, qui sont donc des services gratuits, hein, que nous rend la nature et, euh, et qui vont permettre aux activités économiques, notamment, de bien fonctionner. Vous, maintenant, en tant qu'entreprise, où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Alors, vos entreprises, elles dépendent de manière directe ou indirecte, et quelles que soient vos activités, de la nature pour fonctionner. C'est ce que j'appelais juste précédemment les services écosystémiques. Ça va vous permettre, voilà, d'avoir des denrées issues de la nature, végétale, animale également, ou minérale. Mais également tout un tas de services culturels, sociaux que va vous fournir l'entreprise sur vos images de marque notamment. Et donc tout ça, vous les utilisez. Mais d'un autre côté, et on l'a vu juste avant, vous participez aux facteurs d'érosion de la biodiversité. Et donc, la prise en compte ou la non prise en compte de la biodiversité dans vos secteurs d'activité vont entraîner un certain nombre de risques pour votre entreprise en termes d'approvisionnement de marché, en termes de réputation, en termes de financement ou de respect de la réglementation également. Mais néanmoins, c'est aussi une source d'opportunité pour se démarquer, pour proposer de nouveaux produits, de nouveaux services et aussi, et je le dis parce que c'est important, hein, pour de plus en plus pour attirer des investisseurs, mais aussi des salariés pour qui c'est de plus en plus important de prendre en compte ces enjeux environnementaux et en particulier la biodiversité. Si je résume, hein, très rapidement, il y a une double nécessité d'agir. Bon, les flèches sont pas arrivées au bon endroit, c'est pas grave. Euh, une, de préserver le vivant de manière éthique, hein, en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et la deuxième, beaucoup plus pragmatique, pour préserver l'activité de mon entreprise à court et moyen terme. Un petit focus, hein, pour vous parler très rapidement de l'Office français de la biodiversité, donc l'organisme que je représente aujourd'hui. Donc l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public d'État qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. On a 5 missions complémentaires, hein, des missions qui vont de la connaissance, de la recherche, à l'appui aux politiques publiques, en passant par la gestion des espaces naturels et la police de l'environnement. Et moi, j'appartiens à la cinquième, que je dirais pas la plus importante, mais en tout cas très importante, qui est celle de la mobilisation de la société, parce que comme Vincent l'a bien rappelé, nous, on peut agir, on peut faire des stratégies pour la biodiversité au niveau national, au niveau international et même régional. Mais par contre, derrière, il faut que les acteurs s'en saisissent et agissent de connivence pour la biodiversité. C'est pour ça que le ministère de la Transition écologique a porté une initiative qui s'appelle Engagé pour la nature, qui vise à faire émerger des engagements volontaires pour la biodiversité. Je m'arrête sur ce terme, volontaire. Tout ce dont je vais vous parler après, ce sont des engagements qui vont aller au-delà de vos contraintes réglementaires en tant qu'entreprise. L'idée de cette initiative et du programme Entreprise engagée pour la nature, c'est bien d'aller au-delà de la réglementation et de valoriser, vous le voyez, c'est le deuxième point, de reconnaître des plans d'action volontaires et de leur donner de la visibilité. On a également un enjeu de créer du réseau d'acteurs, de l'échange entre entreprises engagées pour la nature, mais aussi avec les deux autres programmes qui composent l'initiative, territoire engagé pour la nature pour les collectivités et partenaires engagés pour la nature pour les réseaux et têtes de réseau d'acteurs comme les fédérations professionnelles, si je reste dans le monde économique. Ensuite, on a, pour parler plus précisément du programme Entreprises engagées pour la nature, donc on a un programme qui s'adresse aux entreprises de toute taille et de tout secteur. On n'a pas un programme d'exemplarité, c'est-à-dire qu'on accepte également des entreprises qui sont débutantes sur le sujet biodiversité. Bien sûr, si vous faites déjà beaucoup de choses, on va également vous accepter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on est vraiment un programme d'amélioration continue qui permet à l'entreprise, pas à pas, de construire sa démarche biodiversité. Pour cela, on va vous donner un accès à un certain nombre d'outils, des outils qu'on a, nous, créés, hein, à l'Office français de la biodiversité, comme le guide pour l'action, qui vous accompagne pas à pas dans votre démarche, mais également un tas de ressources qui sont mises à disposition par nos partenaires, par des associations environnementales, par les services de l'État ou par des réseaux d'entreprises qui ont déjà travaillé sur le sujet.
La contrepartie, hein, nous, on vous demande de déposer les plans d'action et de faire ce travail. On va vous donner de la visibilité, à travers notamment le tampon que vous voyez en haut à droite, mais également lors d'événements et qu'on organise ou qui sont organisés par nos parties prenantes. Et enfin, on a une communauté d'acteurs hein, qui regroupe l'ensemble des entreprises engagées dans le programme et qui va permettre, par des échanges, par des webinaires, de vous faire monter en compétences et de créer des relations autour de cet enjeu de biodiversité qui, par essence, est systémique et favorise les échanges. Pareil, je vais rentrer très rapidement, hein, mais le programme se déroule en 4 étapes. Une étape d'adhésion. On va vous demander d'aller voir votre dirigeant, votre dirigeante, et de lui faire signer ce qu'on appelle les 10 principes communs, qui sont en fait une charte d'engagement à la biodiversité, qui engage votre dirigeant à prendre en compte ces enjeux-là dans les activités de votre entreprise, et surtout à déposer un plan d'action sous un an auprès de l'OFB. C'est l'étape 2. Cette étape 2, je vous rassure, on va pas vous dire votre plan d'action est super bien, votre plan d'action est nul. Au contraire, on va travailler avec vous pour l'améliorer et faire en sorte que votre plan d'action soit le plus pertinent possible par rapport à votre secteur d'activité. Une fois que ce plan d'action est validé, on vous laisse relativement tranquille. Je dis relativement parce que vous continuez à pouvoir être sollicité pour intervenir, être visible dans des événements, auprès de la communauté, mais on revient surtout vers vous 2 ans après cette étape pour la phase de suivi et de reconnaissance. On va donc regarder où vous en êtes par rapport à votre plan d'action et à partir de ça, on va vous fournir un certain nombre de recommandations qui vont permettre, si vous le souhaitez bien sûr, pas d'obligation, mais c'est fortement conseillé, de renouveler votre engagement pour aller bien entendu plus loin et rentrer dans cette boucle d'amélioration continue. Pour parler un petit peu chiffres, on est aujourd'hui à 272 entreprises qui sont adhérentes au programme. Dans ces entreprises adhérentes, on en a déjà 162 qui ont déposé un plan d'action volontaire en faveur de la biodiversité. Alors, sur notre site internet, on a une carte hein, interactive qui permet de voir où sont situées toutes ces entreprises. Et vous le voyez, et j'aime bien mettre ces chiffres en avant. Ce n'est pas une démarche qui est réservée à des entreprises qui ont beaucoup de moyens, comme des grandes entreprises. On a une majorité d'entreprises qui sont des TPE, PME dans le programme. Et bien entendu, nous, les critères derrière, et on va les voir juste après, sont adaptés à la taille et aux moyens de votre entreprise. Avant de vous laisser, je vais terminer cette partie pour faire un petit focus méthodologique pour qu'est-ce qu'on entend hein, par un plan d'action biodiversité et qu'est-ce que nous, on attend d'entreprises engagées pour la nature. Voilà un peu à quoi ressemble un peu un plan d'action d'entreprise engagée pour la nature. Tout d'abord, vous présentez qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous, où est-ce que vous êtes situé, quelles sont vos activités, vos produits, vos offres de services. Une étape d'état des lieux, j'y viens juste après, par rapport à vos impacts et dépendances sur la biodiversité. Une phase vraiment de plan d'action volontaire, quelles actions vous allez nous mettre en avant, et enfin des éléments de communication. Je rentre pas dans le détail, mais on demande au moins deux actions, dont une action cœur de métier, et je vais vous détailler ce qu'on entend par cœur de métier juste après. Alors, sur l'état des lieux, plusieurs choses. On va vous demander de regarder qu'est-ce que vous faites déjà en matière d'environnement et en matière de biodiversité pour savoir d'où vous partez et qu'est-ce qu'on va pouvoir vous demander pour aller plus loin. Ensuite, on va vous demander de cartographier vos dépendances à la biodiversité. En quoi votre entreprise dépend de la nature et des écosystèmes, et je devrais préciser des écosystèmes en bonne santé pour ces activités. Ensuite, bien sûr, d'analyser vos impacts sur la biodiversité, pareil, de manière indirecte ou indirecte. Et aussi vos contributions positives, parce que selon vos activités, vous pouvez également avoir des contributions positives sur la biodiversité, notamment sur la restauration écologique. On va vous demander de mélanger tout ça, de réfléchir à tout ça et de synthétiser votre état des lieux dans des enjeux prioritaires, parce qu'on ne va pas vous demander d'agir sur tous vos impacts, mais bien de regarder ceux qui sont le plus prioritaires vis-à-vis de vos activités euh, sur la biodiversité. Pour ça, hein, on relaie des outils qui existent en faveur de la biodiversité pour faire votre état des lieux, notamment voilà, des outils qui sont disponibles en ligne. Je parle notamment de l'outil Encore. Et après, des outils qui peuvent être beaucoup plus détaillés, des fois plus à destination de grandes entreprises comme le Global Biodiversity Score. Dans votre démarche biodiversité, vous avez le cœur qui est celui du plan d'action volontaire. Dans votre plan d'action volontaire, on va vous demander de déterminer votre cadre général.
quel périmètre vous engagez, comment est-ce que ça va être piloté et quelle partie prenante vous allez impliquer en interne et en externe. Et enfin, on va détailler deux types d'actions. Des actions qu'on appelle nous cœur de métier, qui vont permettre de prévenir ou de diminuer vos impacts le long de votre chaîne de valeur, mais aussi de préserver ou de restaurer la biodiversité en lien avec vos activités. Et à côté de ça, on a des actions complémentaires qui sont la recherche et développement, la sensibilisation de vos salariés, du mécénat ou des partenariats avec des associations environnementales ou autres acteurs. Des actions qui vont permettre de vous monter en compétences, mais qui ne vont pas réduire vos impacts, in fine, sur la biodiversité. Et on demande derrière que pour chaque action, on ait des indicateurs de suivi et que ça respecte la méthodologie SMART, donc que ce soit bien spécifique, mesurable, additionnel, réaliste et temporellement encadré. J'en termine pour vous dire que les actions en lien avec la biodiversité, ça peut se retrouver tout au long de votre chaîne de valeur. Donc en amont, on va avoir des actions en lien avec les achats, avec les matières premières également, tout ce qui va jouer sur la relation avec les fournisseurs aussi, sur le in situ, donc sur les sites, ça va être sur les procédés de production, sur les pratiques d'exploitation et aussi sur la gestion de votre foncier, bien entendu. Et enfin, en aval, c'est tout ce qui va être en lien avec les investissements et la fin de vie des produits et plus généralement sur la relation avec les clients, les utilisateurs finaux que vous avez. Donc, on voit vraiment que c'est un enjeu qui peut être large, qui peut recouper des enjeux que vous faites déjà sur l'économie circulaire, sur l'eau, sur le changement climatique. L'objectif, c'est vraiment de vous situer par rapport à votre cœur d'activité. Où est-ce que je vais avoir des impacts sur la biodiversité de manière directe ou indirecte? Je mentionne quand même qu'on a développé avec le MEDEF et la LPO un MOOC qui est une approche vraiment super en première approche du sujet. C'est une formation qui est en ligne, qui est gratuite, qui dure de 6 à 9 heures, qui est ouverte aux salariés, mais aussi aux dirigeants. Et si vous êtes une TPE, ça permet aussi une passerelle d'engagement dans le programme de manière beaucoup plus pratique et facile également. Donc, n'hésitez pas à aller à taper ça entre MOOC entreprise et biodiversité. C'est vraiment un outil avec beaucoup de retours d'expérience. Et sinon, toutes les informations que je vous ai décrites sont sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Vous avez également le contact mail du programme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Noé. Donc, il y a quelques questions qui sont venues dans le chat. Alors, il y en a certaines qui ont, à mon avis, trouvé la réponse, mais qui étaient autour de est-ce qu'on prend aussi les impacts indirects et vous le dites, rappelez, hein, il y a toute la chaîne aval avec les fournisseurs. Il y a aussi toute la chaîne, en gros, la chaîne du produit hein, et de sa création qui est prise en compte. On avait également une question un petit peu plus précise pour savoir s'il y avait des entreprises outre-mer qui étaient concernées par le programme, si c'était aussi accessible à elles et si elles étaient engagées. Oui, c'est tout à fait accessible aux entreprises de l'outre-mer. On n'en a pas assez encore, mais on a les premières qui sont adhérentes et on en a actuellement, je crois, deux qui sont engagées. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans les outre-mer, à vous engager. Et en plus, vous avez bien entendu, vous le savez, une biodiversité qui est exceptionnelle dans les outre-mer, donc qu'il faut de plus préserver encore plus, j'ai envie de dire, qu'en métropole. Bon, bah, très bien. Et là, peut-être un point, et après on va passer à la suite, qui est autour voilà, des entreprises qui se demandent, bah, on n'est pas expert en biodiversité, on ne sait pas toujours quelles sont les espèces que notre activité peut menacer. Qu'est-ce qu'elles peuvent trouver comme accompagnement, cette fois-ci peut-être technique, de la part de l'Office français et de ses partenaires? Oui. Alors, plusieurs choses hein, d'entreprises qui débutent hein, sur le sujet. Vous avez différents acteurs vers lesquels vous tournez. Donc, déjà, il y a l'OFB. Donc, nous, on vous fournit tout un tas de ressources qui vous permettent de prendre en compte et de bien comprendre vos enjeux vis-à-vis de la biodiversité. On ne fera pas d'accompagnement direct, par contre, on n'a pas, hélas, les moyens pour l'instant, mais on vous redirige soit vers des bureaux d'études et de conseils dans ce métier. Et il y a une offre hein, privée qui est en train de vraiment de s'étayer sur ce sujet-là. Ensuite, on a également des associations environnementales vers qui vous pouvez vous rediriger avec des programmes dédiés, des fois uniquement sur le site, mais des fois un peu plus, de manière un peu générale. Et je le dis un peu en avant-première, mais on est aussi en train de construire, nous, un diagnostic biodiversité qui est construit avec BPI France et dont l'objectif est vraiment pour les PME qui n'ont pas forcément de moyens de pouvoir toucher une subvention
qui va permettre de mettre en place un plan d'action biodiversité. Ça sera quelque chose qui va arriver plutôt fin 2024, début 2025. Très bien, ben merci. On est content d'avoir des exclus au sein de nos, de nos workshops. Et vous dire aussi qu'au sein de la communauté, les entreprises s'engagent. Donc, ce workshop est un premier pas dans la thématique biodiversité, mais on est en train de travailler avec l'OFB pour voir comment on peut rapprocher tout ça. Je vais passer la parole maintenant à Madame Lovenbach, qui va nous présenter donc au sein de son entreprise comment le sujet de la biodiversité a été pris en compte et comment on arrive à s'adapter et s'engager. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Clara. Bonjour à toutes et à tous. Si on peut projeter le diaporama, je vais peut-être juste commencer la présentation par vous expliquer un petit peu qui on est, présenter notre entreprise, donc Ecoton. Alors, attendez, c'est moi qui ai la main pour diffuser, c'est ça. Voilà, alors Ecoton, c'est déjà un nom qui n'a pas été choisi au hasard. C'est un nom qui existe pour de vrai, qui désigne dans la nature, en fait, ces lieux où deux écosystèmes, en fait, se rejoignent, par exemple la prairie ou une forêt. Et à la jonction de ces deux écosystèmes, c'est là où la biodiversité est la plus riche, où on va retrouver, en fait, une biodiversité supérieure à la somme des deux écosystèmes réunis. Et en fait, ce nom traduit bien la mission, en tout cas, qu'on s'est donnée pour l'entreprise, qui est de protéger et faire grandir la biodiversité au travers de l'alimentation, qu'on a résumé par nourrir la biodiversité ou Food for Biodiversity en anglais, et qui est désormais inscrite dans nos statuts d'entreprise, puisqu'on est une entreprise à mission depuis 2020. Donc voilà, donc on a placé vraiment la biodiversité au cœur de nos statuts d'entreprise, donc au cœur de notre identité. Ça, c'est soutenu par des engagements, on va les voir derrière, qui du coup soutiennent cette mission qu'on s'est donnée. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est plus connus en effet à travers nos marques. Donc, on est les pionniers et les leaders de l'alimentation biologique et végétale en France, mais également en Europe, avec en France les marques les plus connues que sont Bjorg, Alter Eco, Clipper, qui sont vendus en grande surface, ou encore Bonne Terre, Danival, Destination, qui sont vendus dans les réseaux spécialisés, donc les magasins bio. Alors, pourquoi on a choisi cette mission d'entreprise? Alors, on l'a vu, la biodiversité, elle est en crise. On assiste vraiment à une extinction de masse, c'est ce qu'on appelle l'effondrement du vivant. Quand on regarde sur cette slide, alors je suis désolée, c'est en anglais, c'est le seul slide. Après, les autres, c'est tout en français. Mais sur la gauche, vous voyez ici le schéma des limites planétaires qui définit les limites qu'il ne faut pas franchir pour assurer en tout cas une vie sereine sur notre planète. Et on voit bien, j'ai entouré en rouge, la limite planétaire qui concerne la biodiversité est largement dépassée. Elle est en rouge, largement dépassée quand on la compare aussi au climat, par exemple, que vous voyez juste à côté à droite. Or, aujourd'hui et jusqu'ici, on a énormément parlé du climat. Je pense que c'est un sujet qui a été bien vulgarisé, en tout cas, et bien pris par les entreprises, beaucoup moins sur le sujet de la biodiversité. Or, c'est un des enjeux environnementaux qui est aussi important, voire peut-être encore plus important si on regarde ce schéma des limites planétaires. Et en fait, le grand responsable, un des grands responsables en tout cas de la perte de biodiversité, c'est l'alimentation, c'est le système alimentaire en tout cas, puisque selon l'ONG WWF, notre système alimentaire est responsable de 70% de la perte de biodiversité terrestre, avec différents facteurs qui contribuent à cette perte de biodiversité en lien avec le système alimentaire. Le premier qui est la pollution chimique, et notamment l'usage des pesticides chimiques de synthèse, qui détruisent la biodiversité dans les sols, mais aussi autour des parcelles, avec les insectes, les oiseaux. Voilà, on a perdu par exemple un tiers des oiseaux de campagne, donc des oiseaux vivant en milieu agricole en l'espace de 30 ans. La destruction des habitats naturels, donc ça c'est la déforestation. Aujourd'hui, l'agriculture est responsable de 80% de la déforestation mondiale, donc pèse un poids significatif dans la destruction des habitats naturels. Aussi le réchauffement climatique. L'agriculture, l'alimentation, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et sur ces deux critères que sont la destruction des habitats naturels et le réchauffement climatique, l'élevage intensif pèse un lourd poids puisqu'il est responsable par exemple de 70% de la déforestation en Amazonie et aussi de 80% des gaz à effet de serre dans les 30% liés à l'alimentation.
Et enfin, un des facteurs de pression sur la biodiversité, c'est aussi la standardisation alimentaire, c'est la standardisation de ce qu'on mange. Aujourd'hui, on a 2 tiers de notre alimentation qui repose uniquement sur 9 espèces végétales, sur les 6 000 qui sont cultivées dans le monde. Donc, on assiste aussi à une hyper-standardisation et finalement aussi à une perte de la biodiversité cultivée à travers la perte de biodiversité dans notre assiette. Donc voilà, vous l'aurez compris à travers ça, la biodiversité est en crise et notre système alimentaire est un très très gros contributeur à cette crise, en tout cas du vivant. Donc nous, on a pris des engagements pour justement protéger, non seulement protéger la biodiversité, mais la faire grandir au travers de l'alimentation. Donc le premier engagement qu'on a, c'est en tout cas de bannir les pesticides chimiques, hein, de lutter contre la pollution chimique en prenant l'engagement d'avoir 90% de notre chiffre d'affaires en bio d'ici 2030. On s'est même amusé à aller mesurer le nombre de traitements chimiques évités aujourd'hui grâce à nos produits, à notre portefeuille produit et au nombre d'hectares préservés de toute pollution chimique. Donc voilà, je vous invite cet indicateur pour mesurer son impact, en tout cas à travers l'utilisation des pesticides, est disponible sur Internet. Donc, vous pouvez aussi mesurer, si vous êtes dans l'alimentaire, mesurer voilà, le nombre d'hectares préservés ou le nombre de traitements évités si vous passez en bio. Le deuxième engagement qu'on a pris, c'est de proposer des alternatives à la viande et aux produits laitiers, puisqu'on a vu l'élevage intensif est un gros contributeur à la perte de biodiversité. Donc, on s'engage à avoir 95% de notre chiffre d'affaires avec des produits qui conviennent à des régimes végétariens, donc qui proposent en tout cas des alternatives à la viande et aux produits laitiers. Le troisième engagement qu'on a pris, c'est de combattre la standardisation alimentaire en proposant des ingrédients qui soient alternatifs à ces 9 espèces qui sont surconsommées. Donc, par exemple, au lieu de proposer du blé dans nos recettes, on va proposer de l'avoine, on va proposer de l'épeautre, on va proposer du sarrasin. Donc, on va stimuler en tout cas la biodiversité cultivée en stimulant la diversité des ingrédients qui sont présents dans nos recettes. Donc, on agit aussi à travers nos recettes sur l'amont agricole. Et puis, on s'engage à aller plus loin que le cahier des charges bio sur une partie de nos matières premières. Alors, la bio, c'est un fondamental pour protéger la biodiversité, mais on peut aller plus loin encore. On peut développer des pratiques agricoles qui vont permettre d'aller stimuler encore plus de biodiversité dans les espaces agricoles. Et on va faire un petit focus juste après dessus. Et puis, en dehors de notre chaîne de valeur, on agit aussi à travers notre fondation, puisqu'on a une fondation d'entreprise qui vise à restaurer et protéger les écosystèmes qui ont été dégradés par l'agriculture. Donc ça, c'est les indicateurs, en tout cas, de moyens qu'on va mettre en place pour protéger et faire grandir la biodiversité. Et si on fait un petit zoom juste rapidement sur un des programmes, un des moyens qu'on met en place justement pour faire grandir la biodiversité, c'est le fait de développer des pratiques agricoles qui vont plus loin que le cahier des charges bio, qu'on a traduit en anglais avec un nom qui s'appelle Farmtastic. Donc d'aller au-delà du cahier des charges bio pour aller développer des pratiques agricoles telles que par exemple des rotations longues et diversifiées. Donc dans une ferme, essayer d'avoir un maximum de cultures diversifiées et faire en sorte que ces cultures, en tout cas, tournent au sein de la ferme, donc n'occupent pas les mêmes parcelles chaque année, ce qui permet en tout cas de stimuler la biodiversité cultivée et de continuer aussi à nourrir la fertilité du sol. On s'assure que nos sols soient couverts toute l'année, donc on n'a jamais de sol à nu dans ces fermes-là, ce qui permet aussi de protéger la vie du sol et de limiter l'érosion du sol. Et puis, on s'engage à mettre en place tout ce qu'on appelle des surfaces d'intérêt agroécologiques. Donc, tout ce qui va être bordure végétale, bandes fleuries, haies, qui vont être des vrais, ce qu'on appelle nous des bed and breakfast, des Airbnb de la biodiversité. Donc, qui vont fournir le gîte et le couvert à toutes ces populations qui vivent, en tout cas, dans les espaces agricoles. Voilà. Et puis à droite, vous avez un exemple de la manière dont on traduit ça à nos consommateurs, donc à la fois en France ou en Europe. Par exemple, ici, vous avez notre marque allemande qui est Alos. Donc, on essaye aussi d'éduquer les consommateurs sur ce lien entre leur alimentation et la perte de biodiversité et sur les moyens qui peuvent être déployés pour protéger et accroître la biodiversité dans les espaces agricoles.
Quand on parle de protéger et de faire grandir la biodiversité, il faut aussi être en capacité de mesurer pour se fixer des objectifs de réduction de pression sur la nature. Donc, nous, on a opté pour les Science-Based Targets for Nature. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. Donc, nous, on a rejoint cette initiative aujourd'hui à la différence du climat où c'est, on va dire, un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on a un indicateur, on est en capacité de mesurer l'impact sur le réchauffement climatique avec les tonnes équivalent CO2, donc vraiment de mesurer à travers un indicateur. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas un indicateur pour mesurer l'empreinte biodiversité, par exemple, d'une activité, d'une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a rejoint les Science-Based Targets for Nature, qui est l'équivalent des Science-Based Targets for Climate, qui est l'initiative mondialement reconnue qui permet de fixer des objectifs de réduction sur le climat de manière scientifique. Et donc avec les mêmes acteurs, donc une même coalition d'experts et d'associations environnementales, l'objectif, c'est d'être en capacité d'avoir la même méthodologie pour la nature, pour la biodiversité. Voilà, donc se définir des objectifs de réduction de pression alignés avec la science et notamment les limites planétaires qu'on a vues juste avant. Donc, il y a cinq étapes qui rejoignent un petit peu ce qui a été présenté notamment par l'initiative Entreprises engagées par la nature. Une première étape qui consiste vraiment à cartographier, en tout cas, sa chaîne de valeur, à identifier les points de pression sur la biodiversité, là où on a, par exemple, les couples matières premières origines qui vont avoir le plus d'impact sur la biodiversité. Ensuite, ça va être de prioriser justement ces couples matières premières origines pour se dire où est-ce que je dois agir en priorité. Et ensuite, ça va être de mesurer, de se fixer des objectifs de réduction sur non pas un indicateur pour le coup, puisque la biodiversité étant extrêmement riche et complexe, on va se fixer 4 indicateurs qui correspondent aux 4 facteurs de pression sur la biodiversité, que sont les consommations d'eau, la pollution, le réchauffement climatique et l'usage des sols, autrement dit la déforestation. Et puis ensuite, ça consiste à construire des plans d'action pour atteindre nos objectifs de réduction et suivre dans le temps, voilà, vérifier, corriger les trajectoires, corriger les plans d'action. Donc voilà, donc nous, on a rejoint l'initiative, on a fait les premières étapes 1 et 2 et on est sur la troisième étape et on est actuellement en train de se fixer des objectifs de réduction sur la partie eau et usage des sols, sachant que les deux méthodologies pour pollution et climat, enfin climat aussi, on est en cours, pardon, et c'est la méthodologie sur pollution qui n'a pas été encore révélée. Donc on a hâte, mais voilà où on en est en tout cas chez Ecotone. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et un dernier point sur lequel on travaille, si on peut repasser le diaporama, mais notre dernier axe, c'est vraiment de sensibiliser aussi et engager alors, toutes nos parties prenantes, hein, ça c'est important, mais en priorité nos collaborateurs et collaboratrices, puisque c'est les premiers à l'œuvre, en tout cas de notre mission d'entreprise, et les premiers à l'œuvre sur nos plans d'action. Donc pour ça, on a développé différents moyens. Le premier, c'est que chez Ecotone, tous les collaborateurs ont un objectif RSE dont dépend leur rémunération. Donc nos 1600 collaborateurs en France et en Europe ont un objectif RSE, quelle que soit leur position dans l'organisation. Donc tous ont une contribution à la mission de l'entreprise et donc à la protection de la biodiversité. Le deuxième, c'est qu'on a fait un MOOC biodiversité qu'on a développé avec nos petites mains pour sensibiliser, éduquer les collaborateurs à la perte de biodiversité, à la mission de notre entreprise et aux différents moyens que l'entreprise met en place pour protéger et faire grandir la biodiversité. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle un Biodiversity Day, qui est une journée de sensibilisation dans laquelle on réunit l'ensemble de nos collaborateurs pour à la fois faire monter le niveau de connaissance sur la protection de la biodiversité et leur donner envie d'agir, quelle que soit en tout cas leur fonction dans l'entreprise. Donc des journées plutôt inspirantes et qui remobilisent sur la mission de l'entreprise. Voilà, et pour conclure, on a vraiment donc cette mission autour de la protection de la biodiversité qu'on a appelée Nourrir la biodiversité, qui est vraiment au cœur de toutes nos actions.
Néanmoins, ça ne nous empêche pas de travailler à côté ce qu'on appelle les basiques pour nous quand on est une entreprise qui travaille dans l'alimentation et qu'on se veut responsable, que sont nos emballages, le climat et la nutrition. Et qu'on a pris, nous, on est engagé dans la certification Bicorp qui nous permet aussi d'assurer quelque part une cohérence globale et de vérifier que, au-delà de notre mission, au-delà de nos produits qui portent en tout cas notre mission d'entreprise, on ait un impact positif sur l'ensemble des pratiques de l'entreprise, y compris celles qui ne sont pas reliées à notre mission. Donc, par exemple, si je prends le bien-être des collaborateurs ou les relations partenariales avec nos fournisseurs, elles ne contribuent pas directement à protéger et faire grandir la biodiversité, mais c'est important pour nous quand on veut être une entreprise aussi responsable, d'avoir cette cohérence en 360 sur tout ce qu'on fait. Voilà. Effectivement, très important d'avoir la cohérence dans les engagements et c'était un peu le propos de Sylvain Raymond au départ de dire voilà, on a beaucoup été sur le social, nous côté les entreprises s'engagent et le social va pas sans l'environnemental et enfin, voilà, c'est très complémentaire. On le voit dans les différents témoignages qu'on est sur du temps qui est plutôt du moyen, voire du long terme sur les engagements sur la biodiversité. Donc, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, effectivement, il est temps aujourd'hui de rentrer, en tout cas, dans la dynamique. On peut que vous inciter à commencer à vous poser les questions parce que c'est une stratégie plutôt de long terme qui est posée pour vos entreprises. Hein. On touche bien à leur durabilité. Euh, et donc, c'est bien ce qu'a voulu faire. Donc, le Club Les Entreprises s'engage de Saône-et-Loire, dont Damien Giraud est l'animateur et à qui je vais passer la parole, qui a donc commencé un petit peu avec les entreprises du territoire à se rapprocher de l'Office français de la biodiversité pour mettre le pied à l'étrier, si on peut dire ça comme ça, les entreprises du territoire. Damien, vous avez la parole. Oui, bonjour. Alors nous, oui, nous, on a travaillé de manière très pragmatique et opérationnelle sur ce sujet-là, tout simplement avec une entreprise avec laquelle on travaille et qui est très impliquée sur ce sujet-là, qui pratique en Saône-et-Loire, c'est une des premières entreprises à pratiquer l'éco-pâturage pour les entreprises, pour les industries. La Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône est une plaque tournante, est un nœud autoroutier avec l'autoroute qui traverse, avec la fameuse RCEA, avec des entreprises industrielles importantes. Donc une bonne visibilité pour inciter, pour impliquer encore plus ces entreprises. Et donc on a voulu inviter des entreprises, des industriels et autres à voir ce qu'on pouvait faire, même au niveau industriel, avec des entreprises paysagères en l'occurrence. On a organisé une rencontre, une matinée chez Paysage 2000, une entreprise qui a deux axes de travail. Elle développe l'éco-pâturage. L'éco-pâturage, c'est très simple. Dans les entreprises, au lieu de faire entretenir vos espaces verts, les, les pelouses d'une manière générale, par des tondeuses thermiques, eh ben, on met des ânes, on met des moutons, on met des chèvres. Alors, ce sont des animaux qui sont sélectionnés, qui peuvent le faire, qui savent le faire. Euh, on n'est pas n'importe quel mouton. C'est un travail qui est fait en collaboration avec le lycée agricole de Fontaine, qui est un lycée agricole à côté de Châlons. Les bêtes sont entretenues très régulièrement, elles sont suivies de manière extrêmement précise et rigoureuse pour le bien-être animal, parce que c'est très important aussi, et le bien-être de l'environnement de l'entreprise. On a de plus en plus d'entreprises en Saône-et-Loire et maintenant, ils s'exportent dans beaucoup d'autres départements où ils mettent des animaux qui viennent de Haute-Savoie notamment, qui entretiennent les espaces verts. On en voit de plus en plus. Donc, on a fait visiter ça. Et également, ils ont développé ce qu'on appelle, là, je prends mes anti-sèches, le semis par projection, ce qu'on appelle l'hydromulching. En fait, c'est un principe de replantation dynamique pour revégétaliser les sols pauvres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont un site qui est très bien fait. Euh, dans l'idée, c'était de sensibiliser les entreprises à tout ce qui est capable, tout ce qui est possible de faire, même si on est une industrie, on n'est pas du tout dans le monde du paysagisme, du paysage ou autre chose. Ça a plutôt bien fonctionné. On a eu une cinquantaine de personnes de tous les horizons qui sont venues. Et chose qui est intéressante, parce que on n'a pas énormément de temps, il est déjà midi et demi,
donc je vais aller assez vite. On a la présidente de la CPME qui transfère son entreprise dans la zone du Grand Chalon et qui a été extrêmement sensibilisée par ça. Résultat, l'entreprise est en construction. Elle a déjà prévu, elle a déjà programmé donc de l'éco-pâturage dans tous les alentours de son entreprise. Elle va mettre des ruches en place. Elle végétalise tout un espace détente pour ses collaborateurs, bois végétalisé. Et avec l'entreprise avec laquelle elle travaille, tout ce qui est maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, ils sont allés un peu plus loin et avec Paysage de Nîmes, ils ont réfléchi à la replantation du terrain sur lequel ils font construire l'entreprise. Au lieu d'arracher les arbres et de replanter des petits arbrisseaux comme le veut la loi un petit peu plus loin, ils se sont dit, ben, un arbrisseau, il va falloir plus de 10 ans pour retrouver son degré d'efficacité par rapport au CO2, etc., etc. Ben, ils se sont dit, ça va nous coûter plus cher, mais on va déplanter et replanter un peu plus loin. Donc, au lieu de 6 000 euros, ça leur a coûté un peu plus de 50 000, mais c'était un choix qu'ils ont fait. Et c'est vrai que cette demi-journée les a encore plus sensibilisés à ce qui était possible de faire. Donc, le message, c'était, quelle que soit votre activité, quelle que soit l'entreprise, on peut faire plein de petites choses. Et c'est plein de petites choses avec notre petite TPE-PME, parce que nous, on raisonne TPE-PME aujourd'hui, en tout cas en Saône-et-Loire, on peut arriver à faire de très belles choses. Je reviens sur l'aspect TPE-PME, on en a beaucoup parlé ce matin. C'est une intervention que j'avais eue lors du premier congrès des entreprises s'engagent, où j'avais expliqué, on parlait beaucoup des grandes entreprises, LG, etc. Et moi, je leur avais dit, mais vous êtes bien gentils, mais nous, les TPE-PME, on n'a pas cette visibilité-là. On n'a pas forcément une personne qui est embauchée à temps plein pour s'occuper de ça, de ces problématiques. Donc, il faudrait que ce soit beaucoup plus accessible pour nous. Il faudrait que ce soit plus parlant, que le chef d'entreprise ait envie de s'y impliquer et que ce soit pas une machine à gaz. J'avais un peu heurté, je l'avais fait volontairement. Et si ça peut faire bouger un petit peu les choses et de se dire que ça peut être accessible aux TPE-PME, ne nous gênons pas et allons-y parce qu'il y en a beaucoup qui sont impliqués et qui voudraient s'impliquer mais qui n'ont pas forcément le temps et les moyens. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de possibilités. Et par ces petits rendez-vous, par ces petites choses-là, je pense on peut amener une autre vision. Voilà, j'ai essayé d'être court et pragmatique et de ce que l'on a fait et je pense que c'est duplicable parce que les entreprises de paysage comme ça ou qui font ce genre de choses, on peut en trouver dans beaucoup de départements. Voilà. Oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage et effectivement, notre objectif, c'est bien de rendre accessible l'ensemble des dispositifs pour que les entreprises s'engagent. Évidemment, sur le volet environnemental, la tâche est immense, elle peut paraître assez impressionnante, elle est souvent aussi en plus individuelle, très liée aux activités de l'entreprise. Donc, c'est sûr que c'est toujours un petit peu confusant. On a essayé ce matin de vous montrer une série de dispositifs et de vous expliquer comment vous pouvez vous engager. On vous encourage vraiment à vous rapprocher de l'Office français de la biodiversité, d'aller regarder ce programme, d'aller tester ces MOOC. De notre côté, côté des entreprises s'engagent, on va continuer les travaux pour pouvoir vous mettre à disposition une série d'outils pour vous faciliter la vie. N'hésitez pas non plus, comme l'a fait le club de Saône-et-Loire, à vous rapprocher de votre club local, les entreprises s'engagent et à proposer aussi ce genre de visite inspirante, apprenante, qui peut être un premier pas et vous donner envie de passer à l'action. Moi, je vais avoir la tâche de conclure ce workshop en vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne journée. Vous recevrez dans la foulée par mail le replay de ce workshop qui, je le rappelle, est disponible sur notre chaîne YouTube et sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr où vous pouvez retrouver l'ensemble des workshops qui se sont tenus. On vous donne rendez-vous le mois prochain, en juin, pour parler d'une autre thématique plutôt autour du sport. Ça ne vous surprendra pas qu'on parle un peu inclusion par le sport à l'approche des Jeux Olympiques. Merci à tous les intervenants et merci à celles et ceux qui nous ont suivis en direct. À bientôt. Bonne journée. Merci.